Je suis convaincu à l'heure actuelle que beaucoup de personnes dans les cabinets politiques se servent de ChatGPT. Quel est le niveau de littératie numérique de nos élus par rapport à ces outils-là? On veut l'IA pour optimiser certaines opérations. On n'a pas de formation. On est inondé d'outils qui, soudainement, on ne sait pas trop comment utiliser, à quel niveau aussi on peut faire confiance, et on le voit avec ChatGPT. On voit au niveau municipal, il y en a qui vont un petit peu y mettre la charrue avant les bœufs parce qu'ils veulent utiliser de l'IA. Les problèmes d'inondation, on n'a pas les données sur les sous-sols, il y a tellement de facteurs à considérer. Si on n'a pas ça, la cartographie qu'on a, elle ne sert à rien finalement. Si vous n'avez pas les outils méthodologiques de base pour comprendre comment s'assurer qu'une information est juste, et de contre-vérifier, ben vous allez vous fier à ce qui est dit. Si vous avez été chercheur, vous avez fait de longues études, vous avez développé des techniques méthodologiques de collecte d'informations et de contre-vérification, vous allez avoir certains réflexes. Alors, vous êtes avec les connecteurs 3QR et on a le plaisir de recevoir François-William Croteau qui est avec moi. Donc, je suis contente de te recevoir. On avait fait une émission en mode solution ensemble. C'était vraiment très cool. Plaisir. Et tu es vraiment... ce qui est intéressant avec toi, c'est qu'on peut aller à beaucoup de places parce que tu portes plusieurs chapeaux. Évidemment, tu t'es illustré en politique. Tu es chroniqueur au journal Le Devoir. Tu as un OBNL. Peux-tu me rappeler la mission de l'OBNL? Bien, en fait, c'est un OBNL qui travaille à aider les municipalités à augmenter leur capacité organisationnelle. Donc, on est en mode co-design, tout le volet planification stratégique, prise de décision à partir des données. Donc, comment on peut mieux prendre des décisions à partir des données dans un but de résilience. Donc, nous, on travaille avec des chercheurs. Puis, notre but, c'est vraiment de travailler sur des solutions sur mesure pour les villes plutôt qu'à d'arriver avec des solutions extérieures qui ne concordent pas à leurs besoins réels. Donc, d'accompagner l'innovation avec des projets vraiment sur mesure, adaptés, tout ça. Donc, là, sûrement que tu dois un peu flirter avec tout ce qui est littératie numérique, parce que c'est vrai que c'est souvent ça qui fait qu'on ne passe pas un certain cap en innovation. On n'est pas au courant, on ne sait pas trop ce que ça va prendre comme déploiement en infrastructure, en investissement, en formation, tout ça. Ça ressemble à quoi en ce moment? Est-ce qu'il y a une résistance où on arrive à aller à lancer des projets de manière plus fluide? C'est très intéressant parce qu'il y a 2 ans, on a fait une enquête en collaboration avec Civiteo et Data Publica en France et le Québec. On a fait une enquête, très large enquête, sur la perception de l'usage des données par les citoyens, par les municipalités, les gouvernements et les entreprises. Mais aussi, à quoi servent les données, que peuvent servir les données pour les élus municipaux, par exemple. Et donc, les réponses étaient quand même très intéressantes parce que, au-delà du fait que les élus, par exemple, avaient une perception très positive de l'usage des données, leur connaissance sur la manière dont ils pouvaient les utiliser et à quoi pouvaient vraiment servir les données était vraiment, vraiment très nébuleuse. En fait, les citoyens, à plus de 80 % avaient confiance envers les municipalités pour gérer les données et même utiliser des outils qui peuvent être générés par l'intelligence artificielle par les municipalités, alors que ce taux d'approbation était autour de 7 % pour les entreprises privées comme les GAFAM. C'est intéressant. Alors que dans la réalité, on se rend compte que les citoyens ont plus tendance à laisser leurs données être utilisées par Facebook et compagnie comme si rien n'était, mais à être très sévère sur la manière dont on collecte les données lorsqu'on est un gouvernement. Alors, il y avait un paradoxe dans les réponses et dans l'usage concret du quotidien. Tout ça pour dire que on a, de façon générale, autant chez les politiciens, les administrateurs que dans la population, un niveau de littératie qui est sensiblement le même, c'est-à-dire qui est très faible, peu de connaissances sur les outils réels qui peuvent être utilisés, l'usage des données et à quoi tout ça peut servir. Et même, on parlait de l'IA parce que c'est souvent, on veut l'IA pour optimiser certaines opérations. Souvent, on se demande si les municipalités ont ce qu'il faut ou si elles sont vulnérables. Il y en a qui ont tendance à penser qu'une grande municipalité a plus de moyens pour se protéger, mais ça, il faut nuancer tout ça, je pense. Bien, le premier problème, et puis il ne faut pas se mentir, c'est que pour générer des outils d'intelligence artificielle de qualité, robustes, qui vont générer une information qui est juste, ça prend beaucoup de données. Il
parce qu'il faut faire de l'apprentissage profond. Ouais. Il faut développer l'outil sur plusieurs semaines, plusieurs mois pour que l'algorithme développe cet apprentissage et qu'à la fin, génère une information qui est de qualité. Et donc, ça prend beaucoup de données. Et le problème, c'est que souvent, les municipalités n'ont pas ces données. Et donc, oui, les plus grandes municipalités ont plus d'avantages, mais encore une fois, est-ce que ces données sont de qualité? Parce que comment elles les collectent, ces données-là? Celles qu'elles ont, c'est des formulaires, les gens doivent accepter, dans quel contexte? En fait, ça peut être des données, par exemple, tout simplement sur les fuites d'eau dans les canalisations, ça peut être sur la circulation automobile ou des autobus, la circulation des vélos avec les compteurs qui existent, le nombre de permis de construction demandés. Ça peut être toutes sortes de données qui peuvent être pertinentes pour une personne ou pour une autre. Et là, si par exemple, on veut faire des outils qui permettent de mieux segmenter des réglementations d'urbanisme, donc on va avoir besoin de connaissances en termes géospatial, en termes d'informations réglementaires, et donc de l'information qui existe. Mais souvent, le problème, c'est que ces informations sont générées par des applications informatiques et il n'y a pas d'interopérabilité des données. Alors, on n'est pas capable de les faire parler entre elles. On n'est pas capable de croiser ces données pour arriver à développer une information juste dans une prise de décision. Il est là le problème. Ça, c'est vrai, tu touches un point parce que ça a émergé dans des discussions que j'avais, je ne sais plus quel événement à l'ETS, puis il y avait des ingénieurs qui étaient là, des gens, peut-être que tu étais là, des gens de municipalité qui disaient les problèmes d'inondation, on n'a pas les données sur les sous-sols, on n'a pas les... Il y a tellement de facteurs à considérer. Si on n'a pas ça, la cartographie qu'on a, elle ne sert à rien finalement. Puis ça, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a aussi le côté... on voit au niveau municipal, il y en a qui vont un petit peu y mettre la charrue avant les bœufs parce qu'ils veulent utiliser de l'IA. Je pense à une séance du conseil municipal de Chambly, la dernière à laquelle j'ai assisté. Puis il y avait un ex-conseiller qui est venu au micro citoyen dire ben là, je vais vous lire les réponses d'une IA genre ChatGPT pour décrédibiliser. En fait, il bâtissait tout son argumentaire en disant ben l'IA dit ça sur ce que vous avez fait, la cohorte citoyenne. Donc, c'est que finalement, ce que vous avez fait n'était pas bon pour décrédibiliser la mairesse. T'sais. Fait que ça, c'est quand même intéressant de voir que quelqu'un qui a un certain pouvoir au niveau politique municipal va considérer l'IA l'IA conversationnelle comme une référence en termes de contenu. Est-ce que, parce que là, il y a de la sensibilisation à faire, là, je pense, même auprès des élus, il y a quand même un retard peut-être. Ce qu'il faut savoir, c'est toujours l'intention derrière. Donc, est-ce que la personne savait très clairement que ce qu'elle disait était complètement ridicule, mais elle disait quand même pour essayer de décrédibiliser le message? C'est ça. Ce qui serait moins inquiétant que d'y croire vraiment. Que d'y croire vraiment. Et donc là, on arrive à un moment où quel est le niveau de littératie numérique de nos élus par rapport à ces outils-là. Et ça, malheureusement, il est le même. Ben, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais je vois bien c'est la même que l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'il nous manque des repères, on n'a pas de formation, ça arrive très rapidement, on est inondé d'outils qui, soudainement, on ne sait pas trop comment utiliser, à quel niveau aussi on peut faire confiance, et on le voit avec ChatGPT. Si vous n'avez pas les outils méthodologiques de base pour comprendre comment s'assurer qu'une information est juste et de contre-vérifier, ben vous allez vous fier à ce qui est dit. Alors que, bon, et là, il y a une iniquité, on le voit très clairement, c'est-à-dire que si vous avez été chercheur, vous avez fait de longues études, vous avez développé des techniques méthodologiques de collecte d'informations et de contre-vérification, vous allez avoir certains réflexes, certains doutes. Oh, cette information me semble peu crédible, je vais aller contre-vérifier. Mais si vous n'avez pas ces moyens aussi, au Québec, il y a à peine 25 % de la population qui est capable de comprendre un texte complet. Le niveau de littératie complexe, un texte complexe. On arrive à du 45 % qui est capable de comprendre un texte simple. Alors, il y a plus de 55 % de la population qui lit le titre et se fait pas mal une opinion là-dessus. Imaginez avec des outils d'intelligence artificielle. Mais c'est la même proportion chez les élus. Alors donc, on a besoin de formation. On a besoin de s'assurer que nos représentants aient la capacité de bien utiliser et de comprendre à quoi servent ces outils, puis de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
Aussi pour des questions éthiques, parce que ce sont des gens qui gèrent des fonds publics et qui prennent des décisions importantes. Il n'y a pas de formation quand on devient élu pour nous dire comment utiliser ces outils, ne serait-ce que les outils de réseaux sociaux, par exemple, mais aussi ces nouveaux outils qui peuvent, ma foi, être utiles. Bien entendu, mais aussi très dangereux. Donc, par exemple... Il y a des outils que tu mettrais, mettons, de l'avant qui sont accessibles, moi, je favorise beaucoup les outils d'aide à la décision, c'est-à-dire ne pas automatiser la prise de la décision par des robots. Donc, ça peut être utile pour nous aider, par exemple, à développer des tableaux de bord ou de l'information pour nous aider à prendre une décision. Et bien, après ça, ça prend le jugement humain pour prendre la bonne décision, c'est nécessaire. Lorsque l'humain décide de se désengager et de prendre une information qui doit être uniquement une information d'aide à la décision et ne pas amener son jugement ou encore d'ajouter d'autres informations avant de prendre la décision, c'est là qu'il y a un danger de déresponsabilisation et de dérive. On ne voudrait pas arriver avec des outils, par exemple, automatisés d'émission de permis de construction dans nos villes où par ailleurs, il peut y avoir parfois certaines subtilités où l'humain a besoin d'intervenir. Je suis convaincu à l'heure actuelle que beaucoup de personnes dans les cabinets politiques se servent de ChatGPT pour générer des courriels de réponse aux citoyens. Est-ce qu'ils valident l'information qui est envoyée? Je ne peux pas le dire, mais il y a beaucoup de cas où c'est pas validé. Il y a un outil qui s'appelle Perplexity AI, qui est aussi mentionné souvent, qui est un peu un concurrent de ChatGPT, qui va lister les sources. On peut cliquer sur les sources, puis on arrive dessus. Par contre, c'est pas parce qu'on voit qu'il y a des vraies sources derrière. Il faut valider si on a bien analysé. Est-ce que l'interprétation est bonne? Mais la paresse, le temps qu'on a, et donc on va faire, bon, susciter, on va le dire. C'est là qu'il y a un danger. Il faut contre-vérifier à chaque fois. Et naturellement, on s'imagine, hey, ça va nous faire sauver du temps. Oui, d'une certaine manière, mais il faut quand même être vigilant pour ne pas arriver à propager de fausses informations par notre travail et en manquant de vigilance. Donc, sur ces mots pleins de sagesse, on va conclure la capsule. J'espère te recevoir bientôt. François, vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.